Très bien. Ça, on n'utilise pas leur belle table. Bon, je vous ai fait acheter par Radio France. Ah, bah tant mieux, ça fait 2 € de plus dans ma poche. Ah, celui-là, il doit être bientôt à 50 000, c'est pas mal. En 2 ans, presque. Un jour, mon éditeur me paiera, peut-être. C'est retour aux sources, hein, c'est ça votre éditeur? Oui. C'est un camarade pour vous, non? Pardon, c'est un camarade, non? C'est eux qui m'ont contacté à l'origine, oui. Donc... bon, c'est le camarade est un bon terme. Non, c'est des gens très, très gentils, mais, ils sont très sympas, très pros, petits. Bon, ça ils ont fait un peu grandir grâce à moi depuis. Mais bon, après, le fondateur, l'éditeur, c'était un des fondateurs du parti écolo, du parti des Verts en France. Donc je pense que c'est comme ça qu'il a entendu parler de moi. En fait, moi je viens de l'écologie. Politiquement. À qui vous pensez? François Sins, le fondateur. C'était un des fondateurs avec Brice Lalonde et l'autre. D'accord. Pas Brice Lalonde. Werther. Ouais. Voilà. Du parti des Verts. Et Brice Lalonde s'est joint à eux, je crois, plus tard. Et ensuite a fait ministre et tout ça. Après, il a fauté. mais bon, c'est des gens très sympas et tout. Et ils me font confiance sur mes livres. Et voilà. Test, oui, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Tu peux ouvrir un peu ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2, oui, parce que j'entends qu'il y a du coffre. Monsieur a du coffre. Ah, je peux m'adapter. Donc voilà. Piero Son Giorgio, vous êtes un homme athlétique. On essaye, malgré l'âge et malgré ma grande gourmandise. On fait ce qu'on peut pour essayer de se tenir en forme à mon grand âge. Qu'est-ce que vous faites en sport? Je fais de la natation, du fitness en salle l'hiver, de la marche l'été dans ma montagne, et puis un petit peu de musculation, des arts martiaux également. Et on essaie de se maintenir en forme. Oui, vous avez remarqué mon t-shirt. C'est un cadeau d'un ami israélien qui est dans l'armée israélienne. Voilà, c'est un t-shirt martial d'une unité des forces spéciales. J'ai beaucoup de contacts avec les membres des forces spéciales et des militaires et de la police du monde entier, compris en France. D'ailleurs, mon dernier livre, NRBC, a été coécrit avec un des responsables du GIGN, responsable de la cellule en cas d'incident nucléaire, radiologique, chimique. Et donc, voilà, c'est par ce biais-là qu'on a écrit ce livre. Je ne vais pas bien le prononcer, mais c'est Sayeret Givati. On parle donc d'un des fondateurs du Krav Maga, non? Je me trompe? Je ne sais pas, mais en tout cas, le Krav Maga est un art martial que je ne pratique pas, mais qui vient d'Israël. J'en ai fait un petit peu pour voir, mais qui n'est pas celui que je pratique. Mais oui, tout à fait, ça vient de ce petit pays ensoleillé et très, très sympathique. Vous ne pratiquez pas les arts martiaux? Ah si. Ah si. Alors pardon, je reprends. Parce que vous me dites je ne pratique pas le Krav Maga. Pas celui-là. Ah, pas celui-là, d'accord, très bien. J'étais surprise, je me disais tiens. Ah, là au niveau du son, c'est le tremblement de terre de Fukushima. Merci beaucoup. Donc vous pratiquez des arts martiaux? Oui, j'en pratique. Je pratique en fait du systéma russe. Bien qu'en ce moment, depuis 1 année et demie, je fais surtout de la boxe thaï. Car j'aime bien varier, j'aime bien effectivement apprendre à mieux connaître mon corps, mieux savoir l'utiliser. Et avec effectivement l'âge faisant, j'essaye de me maintenir en forme. Vos livres sur le survivalisme se vendent très bien et ils couvrent un panel très très large.
Vous avez d'abord parlé de l'effondrement économique, ensuite avec Chris Millennium, ce livre Survivre aux événements nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, et bientôt un livre sur la défense. Alors l'idée c'est que le survivalisme peut répondre comme ça à une sorte de fait total à l'effondrement, de façon totale. Alors ma définition du survivalisme, c'est d'être un adulte responsable, adulte et citoyen responsable, et donc d'essayer de prévoir ce qui peut arriver à l'avenir, notamment des situations dégradées, des situations difficiles, des situations où, malheureusement, parce que nous ne les souhaitons pas, les difficultés peuvent venir et nécessitent justement aux citoyens responsables de se préparer à subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches, d'abord physiologiques, l'eau, la nourriture, la sécurité, les changements de température, par exemple, l'abri, mais aussi à, évidemment, acquérir des compétences plus à long terme qui nous permettent de faire face à ces adversités. Et donc, la couverture des risques potentiels étant très grande, nous devons apprendre, en l'occurrence pour NRBC, à regarder quels pourraient être les incidents ou les accidents liés à ces problématiques nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques, qui sont présentes dans nos grandes villes notamment, mais aussi à cause peut-être de la géopolitique mondiale, mais aussi effectivement à savoir, alors en l'occurrence se défendre. Donc en fait mon prochain livre va traiter, j'aurai plusieurs livres qui vont bientôt sortir, l'un va traiter de la peur, comment est-ce qu'on gère nos peurs? Parce que souvent on pense que le survivalisme part d'un sentiment de peur, et je pense que c'est en partie vrai, mais en partie seulement, et qu'en réalité, il y a aussi une partie qui est liée à l'amour de ses proches, l'amour d'abord de soi-même, mais aussi de ses proches, et de la communauté dans laquelle on vit, et donc de vouloir la protéger en cas de problème, mais aussi donc gérer ses peurs. Et puis le deuxième livre qui viendra un petit peu plus tard sera effectivement sur comment se défendre, ce qui inclut une partie d'abord mentale, c'est-à-dire comment identifier les risques, comment les éviter, et si malheureusement des confrontations devaient venir, peut-être d'ailleurs comment les désengager, comment les réduire pour qu'il n'y ait pas de conflit physique. Mais si conflit physique il doit y avoir, à ce moment-là, comment se défendre, et donc dans ce cas-là, comment rester d'abord libre, ne pas devenir esclave d'abord de l'État, mais esclave aussi des mafias, esclave du criminel, de la criminalité. En Suisse, nous sommes un pays où les citoyens ont cette tradition de citoyens en armes, donc miliciens, ce qui n'a pas le même sens que le milicien évidemment en France, historiquement. Et nous sommes quasiment tous armés chez nous, donc nous avons cette notion du citoyen libre qui est libre parce qu'il sait se défendre, parce qu'il sait défendre son pays. C'est une vieille tradition suisse. Et donc la défense, eh bien, elle commence par le physique, nous en parlions tout à l'heure, la capacité de se défendre physiquement, mais l'idée de la défense, c'est d'éviter justement au maximum le combat. Et le combat est déjà un échec lorsqu'on en arrive là. Mais si on en arrive là, eh bien, évidemment, il faut le gagner pour ne pas subir. Et nous pensons en Suisse, et les survivalistes abondent dans ce sens, que la défense est fondamentale dans la liberté du citoyen, et que nous ne devons pas, nous avons non seulement le droit de nous défendre, mais nous avons le devoir de nous défendre face à la tyrannie, face aux invasions, face au crime, pour défendre notre vie, nos biens et notre honneur. D'ailleurs, je cite cette phrase qui est en fait dans les textes de loi du code pénal suisse qui autorise justement par la légitime défense le citoyen à se défendre. Alors il s'agit bien c'est très important, de défense et non pas d'offense, non pas d'agressivité. Il s'agit au contraire comme je l'ai dit, de faire en sorte que le combat soit le plus tard possible ou l'éviter le plus possible, mais que s'il puisse devenir, qu'il soit efficace et qui nous amène la liberté par la victoire. Oui, c'est un combat jusqu'au bout, il s'agit de gagner. C'est un combat à mort? Pas forcément à mort, bien que d'ailleurs même dans la loi, la légitime défense nous autorise à faire cesser la menace. Si le fait de faire cesser la menace implique la mort de l'agresseur, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Quant au modèle militaire, tel qu'on nous l'apprend dans l'infanterie, par exemple en Suisse, c'est que notre objectif est de gagner. Fût-il nécessaire de tricher pour en arriver là. Et ça c'est dans ce qu'on nous apprend à l'armée en Suisse.
Et d'ailleurs, je crois que les Israéliens utilisent ils ont le même dicton, toujours tricher, toujours gagner, car en fait, la défaite signifie l'esclavage. Et ça, c'est intolérable. L'esclavage par qui? L'esclavage par l'État, l'esclavage par l'ennemi, l'esclavage par l'envahisseur, que sais-je. Je veux dire, malheureusement, notre histoire européenne, mais aussi l'histoire du monde, elle est pleine de peuples qui envahissent d'autres peuples, qui les mettent en esclavage, qui généralement tuent les hommes, violent les femmes. Et c'est atavique. C'est l'être humain reste ce qu'il est. Nous avons la chance aujourd'hui de vivre dans un monde qui reste, en tout cas en Occident, très pacifique. C'est pas le cas dans d'autres pays, malheureusement. Et comme disaient déjà les latins, celui qui veut la paix doit savoir préparer la guerre. Nous ne le faisons pas de manière agressive, nous ne le faisons pas pour faire du mal, nous ne le faisons pas pour tuer, bien sûr. Nous le faisons pour simplement préparer notre défense, quels que soient les scénarios, et nous le faisons, j'espère, de manière pondérée, de manière légale surtout, et de manière tout à fait équilibrée. Les survivalistes débordent la Suisse. On les connaît aux États-Unis, on les connaît en France, on en connaît peut-être dans d'autres régions européennes. L'idée comme ça que l'État ne serait plus en mesure de répondre à la protection des citoyens, cela veut dire que l'on prend en charge sa propre sécurité soi-même. Alors, de qui s'occupe-t-on quand on retourne à cette idée de se protéger soi-même? Quelle est la cellule dont on s'occupe? Alors effectivement, le survivalisme nous vient des États-Unis, des années 50, mais on peut trouver ses racines, il me semble, tout d'abord, pour les États-Unis, dans l'esprit pionnier conquérant de ce vaste continent, et donc il fallait se débrouiller tout seul dans une nature parfois, même très souvent hostile, mais aussi, et ça c'est partout dans le monde, vous savez, énormément de gens qui vivent encore de manière très traditionnelle, que ce soit dans les... Je discutais récemment avec quelqu'un dont ses parents vivent dans l'Atlas, c'est une famille berbère qui vit dans l'Atlas au Maroc, ou des gens qui vivaient, ou nos grands-parents qui vivaient partout avec leurs réserves de nourriture pour l'hiver, avec leurs fusils de chasse pour se défendre d'abord contre les animaux sauvages et autres. Ce sont des vieilles traditions d'être indépendant, d'être autonome. Et c'est vers quoi cette autonomie et ce vers quoi le survivalisme essaye de tendre. Quant à l'État... C'est-à-dire que la référence est un petit peu la ferme, c'est ça l'idée de pouvoir protéger sa propriété, sa ferme, c'est ce modèle-là. Alors quand on tend vers l'autonomie, ma stratégie personnelle, et celle qui probablement a plu à des centaines de milliers de lecteurs à travers le monde, c'est cette idée de se mettre dans un endroit où on peut créer son autonomie par notamment le potager, la source d'eau, le puits, le fait de cultiver, d'élever peut-être des animaux, etc. Pour d'autres, ça va être mais c'est plus difficile, la vie dans la forêt, par exemple, ou d'être sous forme de ce qu'on appelle bushcraft, pour prendre un mot anglais, qui est celui de l'art de vivre dans la nature et dans les bois. Alors ça, c'est pas ma stratégie personnelle, parce qu'avec une famille, 4 enfants, des amis, et étant assez intégré dans le village dans lequel j'habite en Suisse, eh bien, c'est pas forcément la stratégie la plus confortable que j'ai mis en place, ni forcément la plus durable. Mais il y a plusieurs écoles dans le survivalisme à travers effectivement le monde. Aujourd'hui, celle qui a le plus de faveur et le plus de succès, c'est cette idée effectivement de s'enraciner dans des traditions, dans des endroits qui sont bien sûr sûrs, mais aussi fertiles à le potager. Et finalement, c'est une approche très écologique, un mouvement duquel je viens d'ailleurs, à la base, politiquement en tout cas, et dans mes sensibilités personnelles. Et il s'agit finalement de recréer, mais peut-être avec une version un peu plus moderne, au fond, ces communautés, comme on a pu le voir dans les années 60, 70, de gens qui quittent peut-être les villes, ou en partie qui quittent les villes, qui peuvent garder un travail normal, entre guillemets, mais en même temps préparé à la maison, dans ces lieux ruraux, à la campagne ou dans des fermes, finalement, de quoi subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille de manière autonome, de manière indépendante, et surtout beaucoup plus saine, avec de la production de légumes de bonne qualité sur une terre qui est riche, avec des techniques par exemple de permaculture qui nous permettent d'avoir une productivité peut-être plus élevée,
et surtout avec des fruits, des légumes plus sains que ceux que l'on trouve dans l'industrie agricole et alimentaire. On ne parle plus de la logique de défense, là on est reparti sur la logique. Donc, cette logique qui serait celle de l'enracinement, de partir de sa famille, de sa propriété, et de pouvoir se défendre. Cela veut dire qu'avec la peur d'être mise en esclavage par l'État, c'est-à-dire qu'on assure sa propre sécurité, sous quelle forme et qui protège-t-on? Alors, la sécurité, c'est un élément indispensable, mais pas le seul, évidemment, de cette autonomie. La mise en esclavage, elle a toujours existé, en tout cas la volonté de la mise en esclavage a toujours existé des gens puissants, et les États sont des entités très puissantes. Votre pays, en France, est en train en ce moment de traverser une période de trouble entre quand même de gens qui se sentent de plus en plus mis en esclavage, alors pas forcément par l'État directement, mais indirectement. L'esclavage est un terme en général qui est utilisé quand on considère les personnes comme des objets et qu'on les utilise. Voilà, ça a une histoire, le mot esclavage. Tout à fait. Je pèse mes mots et je pense que les États ont tendance, s'ils ne sont pas contrôlés par les citoyens, ce qui était d'ailleurs l'idée de base de la Révolution française, mais qui a été fourvoyée à mon sens, de transformer les citoyens non pas en objets mais en bétail. En bétail que l'on va traire et que l'on va par les impôts pour faire vivre en fait la noblesse et le clergé. Sauf qu'aujourd'hui, elle ne s'appelle plus comme ça. Ce sont des personnes qui en profitent, c'est une intelligentsia. Voilà, l'esclavage a existé, l'Union soviétique, ce n'était que de l'esclavage. Le système socialiste nazi ou fasciste n'était qu'une mise en esclavage, alors certes pas des peuples qui se considéraient supérieurs, mais des autres. Les États ont cette fâcheuse tendance à très rapidement dégénérer vers la mise en esclavage du peuple. Le salariat, c'est une mise en esclavage. Le salariat, c'est une forme d'esclavage au début volontaire de la part du salarié, mais très vite on se fait coincer. Alors moi j'ai cette approche, alors je précise, je n'ai pas une analyse marxiste, mais il faut dire que lorsque l'on constate la vie de la plupart des gens, on se retrouve coincé parfois par nos propres désirs. Le pire esclavagiste est d'abord les désirs que l'on a nous-mêmes, sur nous-mêmes. Les désirs de consommation que, bien sûr, la publicité, que le système marchand nous met dans la tête, évidemment. Donc, on ne peut pas se référer au droit. Le droit ne sert plus à rien. C'est-à-dire que faire respecter ses droits de salarié, de travailleur, ce n'est plus suffisant pour vous. On est déjà dans une étape supérieure, déjà différente. C'est-à-dire qu'on est déjà en esclavage. Alors, le droit ne sert pas à rien, mais il est souvent insuffisant, car les rapports de force, et là, les marxistes l'avaient vu, je dois le dire, les rapports de force entre la puissance, qu'elle soit étatique, qu'elle soit financière, qu'elle soit de la grande entreprise par rapport aux petits travailleurs, aux salariés, elle est souvent disproportionnée, et là où le système judiciaire, normalement, devait remettre de l'équilibre dans cette disproportion des forces, on le voit de plus en plus qu'il dysfonctionne ou qu'il ne suffit plus. Et donc, le retour à la liberté individuelle par le travail, par la capacité de se retrouver libre évidemment par la production autonome de sa nourriture, de son eau, évidemment de sa maison, de son abri, et donc de se défendre, le cas échéant, eh bien, rend les choses plus faciles ou permet cette prise de conscience de l'individu et du citoyen de la nécessité de sa liberté. Je prends pour exemple encore une discussion que j'ai un ami justement berbère ce matin, pas plus tard qu'il y a une demi-heure, qui me disait, voilà, nous en France, parce qu'il habite en France, en ce moment ça devient quand même très violent, la répression contre les gilets jaunes, il y a quand même des blessés de manière extrêmement étonnante. Et moi je disais, en Suisse, ce serait absolument impensable que la police fasse du mal, même dans une manif, à moins qu'il y ait des violences extrêmes de la part des manifestants. La manifestation ne pourrait pas dégénérer avec des yeux crevés ou des mains arrachées ou des gens qui sont tirés dessus au flashball. Parce que les gens qui se font tirer dessus, 5 minutes plus tard, ils sont rentrés chez eux, ils redescendent avec le fusil. Et là, c'est des centaines de policiers qui se font tuer. Donc c'est impensable
C'est impensable, et même si c'est impensable pour la police de faire du mal à ses propres citoyens. Je veux dire, c'est une autre culture, parce que justement, le citoyen est capable de se défendre. Et l'État est extrêmement poli et respectueux des citoyens lorsqu'il sait que les citoyens sont armés. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que les États partout dans le monde veulent désarmer les citoyens. On a quelques souvenirs d'hommes armés aux États-Unis dans les années 60 qui décidaient de protéger leur propriété et qui, dans une période extrêmement dure lors de la question des droits civiques des Noirs américains, se trouvaient à utiliser les armes contre les Noirs. Ou contre les Blancs. Moi, je pensais que vous parliez de Malcolm X et des Black Panthers, ou du Weather Underground, qui était un mouvement terroriste marxiste des années 70. Les circonstances politiques sont différentes d'un pays à l'autre, d'une époque à l'autre, bien entendu. Et encore une fois, je n'ai pas parlé de mener la guerre, ni d'être agressif, je parle de défense. Les révolutions ne se font que très rarement, de toute façon, par pacifisme. Même Gandhi était quelqu'un, quand on lit réellement ses textes, qui a prôné longtemps la lutte armée, qui ensuite a changé d'avis. Il n'était pas tout seul dans son mouvement, et souvent il a prôné une certaine forme de violence, à bon escient ou pas, ça dépend de qui on le pense. Mes amis juifs dans les ghettos nazis en Pologne et dans les camps auraient probablement préféré être armés et se révolter s'ils avaient pu. Et certains l'ont fait lors de la révolte du ghetto de Varsovie en 1943. Et ils ont eu raison, au moins ils sont morts les armes à la main. On ne peut pas rester face à la tyrannie démunis et sans action. Maintenant, ce sont des visions évidemment très, pour l'instant, heureusement, encore assez théoriques, puisque aujourd'hui, j'abonderai dans votre sens pour dire qu'aujourd'hui, ni l'État français, et puis évidemment encore moins l'État suisse, pour les raisons que je vous ai expliquées, ne sont passés dans la dictature ni dans la tyrannie effective. Le risque existe toujours, et donc il faut être vigilant. Et je crois que c'était Benjamin Franklin aux États-Unis qui disait que le prix de la liberté, c'est la vigilance éternelle. Mais peut-être était-ce Thomas Jefferson, mais bon, peu importe. Le fond reste vrai, et ça retourne à ce que je veux dire, c'est que celui qui veut la paix doit préparer la guerre. J'ajouterais comme dernière citation, pour faire un peu l'étalage de la culture générale, c'est que je crois que Sun Tzu, ce grand penseur et général chinois bien avant, je crois que c'était 1500 avant Jésus-Christ, disait que seuls les guerriers sont pacifiques, les autres n'ont pas le choix. Donc, vous faites appel à une ressource particulière qui serait celle de penser que nous sommes tous potentiellement des guerriers. Pas tous, il y a la place pour des marchands, il y a la place pour les penseurs, il y a la place pour d'autres fonctions dans la vie, dans une communauté. Il y a la place pour les clercs, pour les religieux, depuis toujours. Ce n'est pas... cela dit, j'aime beaucoup cet exemple du général romain Cincinnatus, qui a mené les armées romaines contre une invasion à l'époque où Rome se défendait encore, elle n'était pas encore un empire qui s'étendait et qui terrorisait les peuples conquis, mais qui, lorsque la guerre est terminée, on lui a proposé de devenir roi, et il a préféré rentrer sur ses terres. Donc ça, c'est un peu l'image, pour moi, idéale, c'est qu'on doit pouvoir se battre, mais au fond, ce n'est pas notre fonction première. Notre fonction première, c'est quand même de s'occuper de notre famille, d'élever nos enfants, de contribuer à une société saine et qui est agréable à vivre, qui a du confort et qui soit intéressante. Néanmoins, face à l'adversité, face au danger, qu'on soit capable d'effectivement la défendre. Et d'ailleurs, c'est ce que demandent à tous les citoyens, la plupart des États. Lorsque en 1940, la France s'est retrouvée malheureusement envahie, par une force qui n'était pas tout à fait très sympathique avec les gens qui n'étaient pas de sa propre race, eh bien, ils ont encouragé à la résistance. Et la résistance, elle a eu une contribution importante. Donc, je crois que les survivalistes se voient un petit peu potentiellement comme des résistants dans ce scénario-là, évidemment. Nous ne sommes pas tous les jours à nous balader dans la rue en cherchant la petite bête. Non, on est des gens tout à fait, j'espère, normaux, qui travaillent,
qui ont simplement à l'esprit cette vision de l'autonomie, cet amour de la liberté. Et d'ailleurs, c'est très intéressant que souvent on essaye de donner une image un peu extrémiste de ce mouvement, alors qu'en réalité, nous aimons la liberté. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'amour de la liberté est très suspect aujourd'hui, justement par cette tendance, à mon sens, qui j'espère va s'inverser, cette tendance à cette mise en esclavage. Donc sortir du système. Ce que disent certains survivalistes, c'est sortir de la matrice. Oui, je l'entends, je suis en partie d'accord avec ça. Le souci, c'est que le système, faut-il encore le définir? Et puis, faut-il évidemment aussi ne pas négliger ce qui est bon dans le système. C'est-à-dire que c'est quand même agréable d'avoir des hôpitaux qui fonctionnent, de l'électricité avec un clic sur un interrupteur, de l'eau courante, etc. Donc il ne faut pas, et moi je ne rejette pas le monde moderne, je dis simplement attention, il y a des risques immenses dans ce monde moderne, il y a des risques structurels, il y a des risques culturels qui peuvent le faire capoter, et donc dans ce cas-là, être capable de sortir du système, ou, c'est ce que je préconise plutôt dans mes livres, d'avoir un pied à l'intérieur et un pied à l'extérieur, nous permet d'être flexible et nous permet de retomber sur nos pattes. Et d'ailleurs, pas seulement pour nous-mêmes, entre guillemets, survivalistes, nos familles, nos amis, nos groupes, mais c'est aussi de pouvoir ensuite à la fois entraider ceux qui ne se sont pas préparés, le plus possible du moins, et aussi reconstruire après. Alors, c'est là où les écoles varient. Il y a des gens qui veulent reconstruire un monde, un retour au village médiéval, mais bon, je me fais remarquer que les gens ils mouraient à 35 ans. D'autres, ce qui est mon cas, essayent de peut-être reconstruire une civilisation avec la technologie, avec le confort, peut-être avec un sens du réel un petit peu plus aiguisé que celui que l'on a aujourd'hui, mais en tout cas, un monde qui n'est pas un monde de douleur, de souffrance, certes, un monde où les gens sont plus proches et plus solidaires les uns des autres parce qu'ils se connaissent, où justement on a cette solidarité qui est sincère et non pas celle qui est imposée par l'État et la taxation. En revanche, il faut avoir une certaine mesure, et encore une fois, ces événements très difficiles que je prévois ou pour lesquels je me prépare, ou pour lesquels les survivalistes se préparent en général, personnellement, je ne les souhaite pas. Parce que je sais que si cela devait arriver, comme on a pu voir lors de l'ouragan sur Saint-Martin, bien que ce soit un endroit extrêmement minuscule, il y a eu des violences, il y a eu des meurtres, il y a eu des viols, il y a eu des souffrances. Et j'ai des gens dans ma famille qui ont été dans des camps en Allemagne pendant la guerre. Alors je sais que ça fait très loin maintenant pour la plupart des gens, les gens ne se rendent pas compte, mais quand ils me racontaient ce qu'ils devaient vivre dans ces camps, on se rend compte de l'incroyable violence qui peut être faite à des individus pour rien, juste parce qu'ils étaient dans un coin au mauvais moment, ou parce qu'on décide qu'ils sont d'une telle nationalité ou d'une telle religion, peu importe, et que ça peut devenir incroyablement brutal, ça peut amener à la mort, ça peut amener... Et il ne faut pas oublier justement cette fragilité. Donc un pied dans le système, un pied en dehors, et donc en finance on dirait hedger nos investissements, et simplement pour pouvoir ensuite reconstruire si ça devait aller mal. Mais encore une fois, on ne souhaite pas que ça aille mal. Reconstruire une société d'hommes libres, c'est un peu ça, à la suite de la catastrophe. Ou de petites catastrophes, ou de grandes catastrophes, tout dépend du risque. Alors ça, c'est mon côté suisse et démocrate, où on aime par-dessus tout la liberté, ici en Suisse. Je crois que tous les hommes du monde aiment la liberté. Parfois, on a un peu oublié ce que ça veut vraiment dire. Mais bien sûr, une société d'hommes libres, hommes et femmes, bien sûr, libres. Mais il faut qu'il y ait la nécessité de la catastrophe, de ce fait, pour que des hommes et femmes ressources survivalistes puissent constituer ces micro-sociétés d'hommes libres, c'est ça? Pas forcément, mais comme je ne fais pas de politique, je ne suis pas dans l'autre approche qui est celle de militer pour changer le monde actuel. Je laisse ça à d'autres qui le font mieux ou moins bien que moi, mais en tout cas, j'ai pas envie d'aller dans ce monde-là. En revanche, évidemment, dans notre préparation, on garde dans un petit coin de l'esprit que si ça devait aller mal, on ne doit pas perdre de vue que l'objectif, c'est ensuite de reconstruire une civilisation. Ce n'est pas juste de vivre avec ses 3 boîtes de conserve et son potager dans son coin, parce que tôt ou tard, on aura besoin de... D'ailleurs,
on doit le faire dès maintenant, créer des liens avec ses proches, avec sa famille, ses voisins, parce que l'être humain est un animal à la fois grégaire, mais enfin un animal de meute. Il n'est pas un individu unique et isolé. Nous sommes les deux. Dans un monde de pénurie, que se passe-t-il? Quel scénario pensez-vous face à l'arrivée d'une foule de personnes affolées? Parce que c'est un peu ça, le scénario catastrophe. Ce sont des personnes qui errent parce qu'il y aurait eu une fuite bactériologique ou une épidémie bactériologique, une fuite toxique. Donc que fait-on par rapport à cette foule de personnes quand on est un survivaliste avec sa base autonome, comme vous, dans votre ferme? Alors évidemment, les scénarios sont toujours à évaluer, mais c'est vrai que le système économique et commercial moderne, basé sur des flux de distribution de biens et de services à flux tendu et avec zéro stock, est très fragile à des soubresauts ou à des crises. Si ces crises sont très lourdes, on peut effectivement s'attendre à des pénuries. Aujourd'hui, on en voit dans certains cas qui sont des cas isolés, parce qu'il y a par exemple un ouragan aux États-Unis, ou un tremblement de terre et un tsunami au Japon, ou une guerre civile dans un pays. On voit ces problèmes où tout d'un coup les supermarchés sont vides, l'eau ne coule plus dans le robinet, et effectivement les gens ont des problèmes. Alors là, le comportement des gens varie selon la culture, selon l'homogénéité ou non de la population, selon la bienveillance des autorités qui se seraient préparées au problème ou non. Ce fut le cas, par exemple, en cas de prévision de guerre nucléaire dans les années 50 et 60. La plupart des pays occidentaux, et également des pays de l'Est, avaient préparé la population avec des abris antiatomiques, avec la distribution de pastilles de iode, de potassium, etc. pour la population. Aujourd'hui, on ne le fait plus, ou moins, bien que si on va sur les sites, par exemple, du gouvernement français, du ministère de la Défense, on explique aux gens, voilà, en cas de problème, voilà le minimum que vous devriez avoir chez vous pour, en tout cas, ne pas être un boulet pour le reste de la population pendant les 24-48 heures qui suivent une crise. La foule, ensuite, a des comportements souvent irraisonnables. Il faut relire Gustave Le Bon, hein, c'est un grand penseur français qui avait théorisé le premier les mouvements de foule. Et effectivement, la foule peut paniquer. Et si on peut constater parfois que des gens extrêmement altruistes sont présents dans la société, il y a aussi des gens extrêmement psychopathes et sociopathes. Et il faut faire attention que la foule ne tende pas vers, ne soit pas récupérée ou ne tende pas vers cette velléité de pillage, de destruction, etc. Lorsque le tsunami a touché le nord du Japon en 2011, la population s'est extrêmement bien comportée. Lorsqu'en revanche l'ouragan Katrina a touché la Nouvelle-Orléans, il y a eu des cas assez sévères de pillage, ou comme je le mentionnais, l'île de Saint-Martin, qui est une île française, a été touchée par un ouragan, je crois, il y a 2 ans. Là aussi, on a eu des comportements, j'allais dire inappropriés, mais c'est parce que la nature humaine est ainsi faite. Mais il y a eu des comportements altruistes, mais il y a eu aussi des comportements extrêmement violents. Les causes sont intéressantes, faut les étudier cas par cas. Et donc, comment est-ce qu'on gère ça? On gère en se préparant, on gère en étant peut-être un petit peu discret, pas que tout le monde sache où on habite, pas que tout le monde se pointe chez nous, mais aussi en essayant de raisonner les gens. Et d'ailleurs, souvent on se moque, les survivalistes, vous stockez beaucoup de boîtes de conserve. Mais les boîtes de conserve, elles servent aussi, pas seulement pour nous, mais elles servent aussi à aider les gens qui viendraient, d'abord la famille, et puis les gens qu'on connaît, parce qu'on va peut-être les aider. Si ensuite les mouvements de foule deviennent violents, là, les mesures qui s'imposent vont être prises. Mais encore une fois, pas en tant que simple individu, qu'est-ce que je vais faire tout seul dans ma ferme? Mais j'ai des amis, j'ai un village autour de moi, j'ai une communauté qui se met en place. Cette communauté, sans aller dans les caricatures, c'est une communauté qui est suisse, qui est intégrée, dont parmi elles, des membres sont officiers dans l'armée. Nous avons, on l'espère, une partie de l'État et donc de ces institutions qui tiennent le coup et qui ont, c'est le cas en Suisse, des réserves de nourriture, de carburant, etc., pour faire en sorte de limiter les dégâts. Mais si ça devait être vraiment extrêmement terrible et sauvage, l'histoire nous montre ce qui se passe en Yougoslavie, l'histoire nous montre ce qui s'est passé dans les villes en cours des sièges pendant les guerres.
c'est pas réjouissant. Donc il faut savoir jouer d'habileté, de persuasion, de force. C'est, encore une fois, c'est bien pour ça qu'on ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas, mais on y pense toujours et on passe son temps à l'anticiper. Si moi, je suis devenue une survivaliste dans une base autonome, non loin d'ici, mais plutôt du côté autrichien, parce que je crois qu'il y a là-bas de belles plaines. Oui, chose. Et que je sais que mon voisin dans une base autonome un peu plus loin, Piero San Giorgio, a vraiment réussi à acquérir une forme d'autonomie, d'anticipation beaucoup plus intéressante que la mienne. J'aurais tendance peut-être moi-même à vouloir l'attaquer. Comment ça va se passer entre survivalistes, entre ceux qui auront mieux anticipé le danger que d'autres? Parce qu'en période de pénurie, chacun pour soi, si j'ai bien compris. Alors, la question en théorie, elle est valable, mais en pratique, elle est absurde et vous la faites par taquinerie. Mais la réalité, c'est qu'entre des gens armés, qui ont des amis, qui ont des relations dans un village, ça se passe comme ça s'est toujours passé entre des gens libres et armés dans les villages depuis la nuit des temps. C'est-à-dire qu'on se respecte parce qu'on ne peut jamais savoir, si on commence à avoir des attitudes agressives envers d'autres personnes qui sont capables de se défendre, on sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça va finir. Et puis, donc on peut se faire confiance entre survivalistes, quand même, relativement. Mais même entre tous, entre gens non survivalistes également. Enfin, puis on n'a pas une étiquette comme ça sur la tête. Simplement, regardez comment ça fonctionne dans les vallées encore aujourd'hui, en Corse, en Calabre, en Serbie, dans des pays qui ont encore cette attitude d'abord d'hommes libres et qui se respectent les uns les autres. Lorsque ça dérape et qu'il y a un problème, ça peut durer des siècles ensuite. C'est ce qu'on appelle la vendetta et des choses comme ça. Et ça, on veut l'éviter, bien entendu. Et donc, c'est pour ça que je fais un travail d'éducation, pour éviter qu'on ait à redécouvrir des modus operandi un peu à la va-vite et qu'on ait à improviser, et qu'on tombe dans ces travers-là. Je préfère, et d'ailleurs dans mon premier livre, qui est mon livre qui a le plus de succès, qui a été vendu à combien d'exemplaires? 200 000 exemplaires aujourd'hui, rien qu'en français, Survivre à l'effondrement économique, qui est traduit dans 8 ou 9 langues. Là, il sort en turc, il sort en polonais, il sort dans plein de langues maintenant. Et je le dis bien, le lien social est fondamental, c'est un des 7 piliers fondamentaux de la survie. Et donc, dans le lien social, c'est faire en sorte que vous ayez des rapports intelligents avec vos voisins, avec les gens autour de vous, que vous soyez cordial, que vous soyez aimable, que vous soyez constructif, parfois que vous sachiez faire des compromis. Ça, c'est peut-être mon côté italien qui parle, c'est-à-dire que nous sommes assez habiles en Italie pour justement trouver des compromis, sauf si vous êtes dans les montagnes de Calabre ou des Abruzzes. Mais en gros, en général, on est un peu placé en arrangeant. Et ce côté arrangeant, eh bien, il nous permet et c'est le cas en Italie, d'avoir subi des invasions pendant des siècles. On a eu les Français, les Espagnols, les Autrichiens, les Allemands, et on s'en sort. Et on reste un peuple qui est capable de grande culture et de grande cuisine. Mais en gros, ces rapports, ils se travaillent dès à présent. C'est ça que j'explique. C'est qu'il ne faut pas attendre que ce soit la crise ou qu'il y ait une crise pour d'un coup découvrir son voisin de palier et s'intéresser à lui. Non, il faut le faire tout de suite, maintenant. Pour parler le plus clairement, le plus nettement, la cellule de base, c'est soi, la famille, et puis ensuite le voisinage. Oui. Oui, bien sûr, c'est anthropologique de toute façon, c'est qu'on aime plus ses enfants que ceux de ses frères et sœurs, on aime plus ses neveux et ses nièces et ses frères et sœurs que ceux du voisin en général, hein, et ainsi de suite. Ça va en cercle circonscrit, c'est très normal, c'est comme ça partout dans le monde. Celui qui pense l'inverse, il est dans une voie de sélection naturelle négative. Mais ça ne veut pas dire qu'on déteste les autres, hein, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'étranger, le gens qui... On va par cercle concentrique, et en fonction de l'abondance, on va pouvoir être plus généreux avec des cercles concentriques de plus en plus extérieurs. Si vous voyez mon image. Sauf en cas de pénurie. Ouais. Tout étant relatif. Aujourd'hui aussi, nous avons des pénuries. Nous ne pouvons pas nourrir. Il y a 1 milliard de personnes qui se nourrissent très mal. Donc, même dans l'état d'abondance actuel, il y a de la pénurie dans le monde. Simplement, les gens qui sont extrêmement pauvres sont soit loin des yeux dans nos pays à nous, dans nos villes, malheureusement, soit sont très très loin des yeux dans des pays très loin.
Et donc, voilà, nous avons de la peine à les aider. Mais enfin, je fais quand même remarquer que ça fait 100 ans que nous aidons massivement les... Moi, j'ai beaucoup travaillé en Afrique, j'ai vu l'aide européenne et américaine pour les Africains, etc. Donc, nous sommes encore dans des mondes relativement généreux. Donc, s'il devait y avoir des crises, ce serait plus difficile. Pour quelqu'un d'un peu phobique, risque biologique, risque bactériologique, je ne sais plus, dites-moi tous les risques, risque atomique évidemment. Alors vous parlez des abris anti-atomiques. Vous ne parlez pas de ces énormes bombes. Les dernières bombes, de toute façon, ne laissent pas vraiment de place, je pense, aux abris, non ? Non. Alors d'abord, les plus phobiques sont les industries pharmaceutiques et les ministères de la Santé, parce que chaque 10 ans, ils nous font dépenser des milliards pour des vaccins qui souvent n'ont pas lieu d'être. Alors c'est vrai qu'au niveau paranoïa, les États sont les premiers à nous faire peur. Cela dit, les épidémies... Mais comme vous, ils donnent des antidotes. Il y a également... on a une industrie pharmaceutique, enfin une industrie tout simplement pétrochimique, et en même temps on a un manuel qui nous permet de savoir quoi faire s'il fut et là. Comme vous, on n'est pas si loin des règlements de l'État. D'ailleurs, vous travaillez avec quelqu'un qui est lui-même ancien chef de cellule nucléaire, radiologique, biologique et chimique, et de nombreux passages de vos livres sont des manuels ou des recommandations qui viennent des services de l'État. En partie. Mais tout à fait, et vous voyez, ça c'est le bon côté du système dont je parlais tout à l'heure, qui nous permet d'avoir même un moyen de faire du commerce et de gagner de l'argent, que vous soyez une société pharmaceutique ou un petit vendeur de livres, fût-il à succès comme moi, mais clairement, ces événements existent. Alors c'est vrai que les événements biologiques, ils existent depuis la nuit des temps. L'épidémie, c'est le tueur numéro 1, la maladie, c'est le tueur numéro 1 des êtres humains depuis toujours. On se souvient de la peste d'Athènes, qui n'était pas une jeune fille grecque fort mal élevée, mais qui a tué et qui a détruit la religion hellénique. Nous avons la peste noire, qui n'est pas une immigrée particulièrement mal élevée, mais également qui a tué la moitié de la population de l'Europe en 1348. Nous avons eu la grippe espagnole, qui était en fait américaine, mais enfin qui a tué près de 60 millions de gens en 1919-1920, plus que la Première Guerre mondiale. Ces pandémies arrivent, et j'ai d'ailleurs interviewé dans ce livre le responsable. Les chiffres sont compliqués parce que sur les périodes, il n'y avait pas de. Sur les périodes, par exemple, sur la peste d'Athènes ou la peste d'Antonin ou la peste de Justinien, on n'avait quand même pas de mesure des populations précises. On sait en tout cas, au travers des lectures, etc., qu'il y a une forte mortalité. Toutes ces disséminations, toutes ces pénétrations de poisons, etc., ça renvoie quand même à quelque chose de phobique pour nous. Voilà. Mais c'est bien pour ça qu'un de mes prochains livres traitera de la peur, parce que cette peur, on ne peut pas l'ignorer. Elle fait partie de nous, c'est une émotion primordiale qui est censée nous sauvegarder, nous aider. Mais toutefois, nous devons la maîtriser pour qu'elle nous incite à agir et non pas être terrifiés et rester immobiles. L'idée, c'est de comprendre les risques, comprendre les événements. Vous parliez tout à l'heure du fait d'y penser tous les jours. Je m'inscris en faux par rapport à ça, je n'y pense pas tous les jours. Parce que justement, une fois que ma préparation a été faite, une fois que j'ai réfléchi, je n'y pense pas. Alors si je devais habiter dans un quartier malfamé, je penserais tous les jours à être agressé en sortant de chez moi, et je penserais tous les jours à bien fermer à quadruple tour ma porte blindée. Mais je ne pense pas tous les jours à une épidémie de peste, à une épidémie d'Ebola, il y en a une en ce moment au Zaïre. J'y pense pas. Parce que je sais que les chances, et je me suis fait expliquer par des experts que je relate dans ce livre, qu'il y a peu de chances que l'Ebola puisse arriver dans des pays aussi hygiéniquement avancés que l'Europe, par exemple. Pour l'instant, en tout cas. Mais, et je sais quoi faire si ça devait arriver. Quant au nucléaire, eh bien, je me renseigne un petit peu sur les risques de guerre, par exemple, ou sur où je regarde où sont les centrales nucléaires en activité. J'ai interviewé, alors les Français, EDF j'ai dû interviewer des gens en douce, mais ils m'ont répondu. En gros, les Suisses également, les responsables de la sécurité des centrales nucléaires suisses m'ont répondu. J'ai assez confiance dans la capacité, par exemple, de mes voisins français, allemands, et de mes collègues suisses qui travaillent dans le nucléaire, d'avoir des systèmes de sécurité performants. Cela dit, s'il devait y avoir un accident,
je sais quoi faire, mais je n'y pense pas tous les jours. Et d'ailleurs, je déconseillerais aux gens d'être dans cette peur constante, parce que la peur me fait du mal physiquement. Enfin, c'est un autre sujet. Mais les risques, par exemple, les risques chimiques, en revanche, eux, ils sont beaucoup plus présents dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations. Pensez à Lyon, par exemple, qui est un des carrefours pétrochimiques mondiaux, même évidemment de France, où il y a toutes les nuits, j'ai des amis qui sont pompiers là-bas, et qui sont, comme ici à Bâle en Suisse, qui ont des formations très, très, très particulières sur la gestion de wagons, de chlore, d'autres produits chimiques et pétrochimiques, qui, s'ils devaient se déverser, et d'ailleurs ça arrive parfois, on a des accidents, eh bien, ils comportent un risque extrêmement aigu pour la population alentour. Alors, ce n'est pas des catastrophes mondiales, ce ne sont pas des catastrophes qui vont menacer toute la France. Mais si un wagon rempli de chlore se déverse en plein milieu de Lyon, là, vous avez des centaines de milliers de personnes qui doivent être rapidement évacuées, et ce serait intéressant que ces centaines de milliers de personnes aient lu les quelques préconisations que mon collègue et moi mettons dans ce livre, c'est-à-dire investissez 20 € chez vous pour avoir un petit masque respiratoire, pour avoir peut-être des gants en latex, pour ne pas toucher n'importe quoi, et surtout, avoir les bons comportements. Typiquement, en cas de problème de gaz, de problème chimique, n'allez pas à la cave, parce que ce sont des gaz plus lourds que l'air, qui vont s'infiltrer plutôt vers le bas, donc qui vont aller dans la cave, et si vous vous réfugiez à la cave, vous allez avoir un gros problème. En revanche, peut-être monter aux étages ou partez dans le sens contraire de la direction du vent, si vous pouvez. Par exemple, donc, ce sont des comportements à mettre en place. Mais en cas de risque sismique, c'est un petit peu l'inverse. Il faudrait sortir des bâtiments, je crois. Alors, oui. Toutes ces informations font qu'on peut un peu s'y perdre. Oui, mais c'est pour ça qu'on explique très clairement. Le risque sismique, un bâtiment qui tremble, c'est différent qu'un nuage de fumée verdâtre qui va vers vous. Et donc, c'est qu'une fois que vous avez compris le type de danger, et d'ailleurs nous illustrons dans ces livres par des histoires de fiction chacun des incidents possibles pour que les gens se rendent compte, ah oui, voilà comment faire. De la même manière que si, par le plus grand des malheurs, nous devions avoir des guerres nucléaires, voilà, le jour où il y a une grande lumière très chaude près de chez vous, là c'est le moment plutôt d'aller à la cave et pas de monter sur le toit. Alors, le danger, c'est les risques combinés, non ? Bien entendu. Et ça, c'est quelque chose de nouveau dans notre monde où nous avons des risques aujourd'hui industriels, les risques géopolitiques existent toujours, mais nous avons en plus des risques sociaux, des risques industriels. C'est ça, quand on passe de 1 milliard d'habitants il y a 2 siècles à presque 8 aujourd'hui, dans un monde extrêmement sophistiqué, extrêmement technologique, avec évidemment des produits qui vont des produits d'entretien de ménage que l'on a tous les jours chez nous, et qu'on a dans nos maisons, aux cuves qui les contiennent dans les villes et autour des villes, et les transports qui les véhiculent. Et ça, c'est la réalité de notre monde. Et la réalité de notre monde, c'est que face à des menaces aussi importantes, les armes chimiques, le risque nucléaire et tant d'autres, les réponses ne peuvent être que portées finalement par des États structurés. Or, vous nous dites, attention, l'État nous met en esclavage. Alors, c'est une façon de voir les choses qui est d'ailleurs très française, très, très classique peut-être de votre manière de voir les choses en France. D'autres comme moi sont à l'extrême inverse, qui pensent que l'individu et le contrat entre individus est à même de régler énormément de problématiques. N'oublions pas que même les grandes multinationales sont des constructions de l'État, sont des constructions légales, ce ne sont pas des constructions d'individus, ce sont des constructions encadrées et mises en place par l'État. Cela dit, il y a peut-être... Sur ces questions-là, il y a une coopération entre l'industrie et l'État, obligatoirement pour les sites chimiques. Oui. Après, on peut imaginer, alors c'est peut-être la voie de la raison, la voie du milieu, la voie de l'arrangement, c'est qu'on peut imaginer des États qui sont aussi... C'est l'État qui se fait corrompre et qui laisse passer certaines industries et qui laisse polluer des sols et qui laisse faire aussi beaucoup de choses. Dans certains pays, dans certains cas, peut-être pas en France, mais dans moi j'ai visité beaucoup de pays en Europe de l'Est juste après la chute du mur, j'y ai travaillé et j'ai vu que l'État a pollué en premier. Et c'est le cas encore en Chine aujourd'hui, c'est le cas dans de nombreux pays où les entreprises sont les premières à corrompre pour pouvoir ensuite faire ce qu'elles veulent. Cela dit, dans nos pays où nous avons encore un certain pouvoir démocratique encore, ou peut-être de dire notre mot, de certainement faire de la politique et manifester, je dis que ce n'est pas mon travail personnel, mais ça, je n'ai rien contre ceux qui le font,
eh bien pourquoi pas de manifester notre souhait que, effectivement, notre sécurité, je crois que l'État, s'il devait avoir deux rôles, c'est d'assurer la sécurité non seulement des citoyens, mais de tous les habitants du territoire, mais aussi de leur garantir la liberté. Donc ensuite, l'art, c'est de trouver l'équilibre entre ces deux points. En France, vous avez votre liberté, égalité, fraternité. C'est pas mal en théorie comme concept. Donc effectivement, oui, il y a un travail à faire entre l'individu qui se prépare, pourquoi pas survivaliste, mais aussi, pourquoi pas, l'État qui prend les bonnes mesures sans dériver vers le contrôle total. Est-ce qu'on peut imaginer des personnes comme Chris Millennium, c'est un pseudo, mais donc c'est un ami et un collègue avec lequel vous travaillez, est-ce qu'on peut imaginer des hommes aussi bien formés sans État? Je me fais la défenseuse de l'État. Voilà. C'est normal, c'est l'État qui paye votre salaire, mais après tout. Mais on peut imaginer, moi je peux imaginer des écoles privées qui forment les gens très très bien. Après, voilà, là on dérive sur un débat sur le rôle de l'État. Je crois que vous et les auditeurs ont bien compris que je suis plutôt quelqu'un qui aime tellement, qui a tellement la liberté à cœur qu'il préfère qu'on le laisse tranquille et qu'il y ait le moins possible d'État. Mais c'est un choix, c'est mon identité, on va dire, et ma sensibilité politique si on veut. Et je ne prétends pas avoir forcément raison. Cela dit, c'est la mienne, et puis le débat pourrait être plaisant, mais il serait fort long. Vous pensez tout simplement à des sociétés privées. Et un certain nombre de militaires travaillent aujourd'hui pour des sociétés privées. Privées ou par le volontarisme. C'est-à-dire, si quelqu'un dit, voilà, j'ai des compétences et je suis prêt à former les autres, et je suis prêt à recevoir tant de ressources monétaires ou autres en échange de ma formation, eh bien, si les individus disent, d'accord, je veux bien être formé, et ensuite la réputation fait la garantie de la qualité de la formation, je peux tout à fait imaginer qu'une formation puisse se faire de manière tout à fait volontariste, sans certificat de l'État, etc., etc. On peut tout bien l'imaginer. Alors nous en sommes très très loin aujourd'hui, évidemment, et donc pourquoi pas effectivement des bonnes écoles. La France, le GIGN, ont une réputation d'excellence dans ces domaines, par exemple. Un certain nombre de survivalistes sont d'anciens militaires. Mm-hmm. Certains participent et travaillent, parce qu'ils sont à la retraite, dans un certain nombre d'organisations de sociétés de sécurité un peu partout dans le monde. Mm-hmm. Oui, c'est le cas de Chris Millennium qui travaille pour un État, quelque part dans le monde, et qui fait part de son savoir-faire acquis en France et qui le transfère justement à cet État pour la protection des civils, mais aussi des forces militaires de ce pays en cas de problème nucléaire, radiologique, biologique, chimique. Ce que font toutes les armées, simplement, c'est pour preuve de justement cette excellence française dans ce domaine. Il y a vraiment deux pays au monde qui ont cette réputation, c'est la France et les États-Unis. Et la France a un petit peu plus un cachet d'indépendance auprès de nombreux pays. Et donc ça, c'est un petit cocorico dont vous pouvez être fier, en tout cas. Le fait que des savoirs aillent du côté de sociétés privées, un certain nombre de savoirs qui sont proches de questions extrêmement sensibles, comme ceux, par exemple, de déchets nucléaires ou de petits matériaux qui pourraient être récupérés à droite, à gauche et ensuite être déposés sur certains territoires dans le monde pour des guerres, par exemple terroristes ou autres. Le fait que ce soit des personnes formées par l'État qui participent à des sociétés privées, que ce soit ces personnes-là qui assurent la sécurité aujourd'hui, c'est rassurant. Quel serait l'intérêt commercial pour une entreprise de transmettre ces informations à des gens mal intentionnés? Quel serait l'avantage au point de vue de réputation et même avec des répercussions légales pour quelqu'un qui le ferait à titre privé? La plupart du terrorisme dans le monde, par exemple, est financé par des États. Ce ne sont pas des individus qui, dans leur coin, fabriquent des bombes et se fabriquent... alors oui, dans les ateliers du Pakistan, on peut fabriquer ses armes tout seul, mais la plupart du temps, ce sont les États-Unis qui ont financé les talibans contre les soviétiques, voilà, une partie du terrorisme arabe est financée par les pétromonarchies du Golfe, et ainsi de suite. Malheureusement, le monde reste régi par des intérêts d'État, des intérêts qui utilisent soit des idéologies folles, soit des religions, soit des gens un peu perdus ou paumés.
voilà, ça on peut pas l'empêcher, et c'est l'État qui le fait essentiellement dans le monde. Donc, bon. Vous ne trouvez pas, Piero San Giorgio, qu'il y a une petite contradiction à critiquer l'État énormément. Ensuite, à travailler donc avec des personnes qui travaillent pour des sociétés de sécurité ou de conseil, qui vont ensuite travailler pour différents États qui sont busy sur la planète, pour des États ou pour des groupes privés, ou pour des entreprises d'ailleurs. Mais pour ceux que vous critiquez. Oui. Ouais. Bon, c'est vous qui m'amenez sur ce terrain. Moi, dans nos livres, nous restons tout de même sur des analyses assez techniques et des solutions. L'État, si vous m'avez demandé mon avis personnel, je l'ai donné, c'est pour moi plus une nuisance et un problème qu'une solution. Mais je peux concevoir qu'on ait une autre manière de voir les choses. Il n'y a pas de souci. Simplement, c'est un débat qui est vaste. Alors, en revanche, c'est vrai que la plupart des survivalistes ont plutôt tendance à avoir une défiance et une méfiance face à l'État. Parce que l'État, c'est la dépendance, par définition. C'est être dépendant des allocations, être dépendant des retraites, être dépendant de cotisations, d'un système de santé publique, etc. Alors parfois c'est pratique, bien que ça coûte très très cher. Parfois c'est bienvenu quand on se retrouve malade d'être soigné entre guillemets gratuitement. Enfin c'est quand même quelqu'un qui paye, hein, mais voilà. Mais en revanche, l'État nous endette pour des générations et des générations. C'est l'État qui nous envoie dans des guerres incroyables contre la Libye, contre la Syrie, contre des pays qui nous ont rien fait et qui m'ont rien fait et pour qui j'ai plutôt de la sympathie et je vois pas pourquoi on nous embête. C'est l'État qui va subventionner toutes sortes d'ONG, d'associations qui sont néfastes ou pas, peu importe, mais c'est pas à l'État de financer sans ma décision. C'est l'État qui décide de faire venir dans nos pays des gens très différents de nous et qui vont probablement nous amener des problèmes sans nous avoir demandé notre avis. À partir de... Vous posez la différence, quel est le seuil de la différence? Parce que moi, des gens très différents de moi, je ne sais pas. Vous pensez à qui? Des gens qui ont une culture très différente. Voilà, le Maghreb, par exemple, on ne peut pas tout à fait dire qu'un Algérien soit très différent d'un Marseillais. Si? Je ne sais pas, ça dépend de Marseille aujourd'hui ou il y a Marseille il y a 100 ans. Mais enfin, voilà, les nations ont toujours eu leur particularité culturelle, leur particularité ethnique parfois. Et bon, la question n'est pas tellement la différence. La question, c'est qui a autorisé et qui a décidé. Alors là, je prends l'exemple volontairement polémique de l'immigration, mais ça peut être des investissements, des colonisations. Je veux dire, c'est l'État qui a décidé de coloniser, c'est pas les individus. Moi, mes parents, mes grands-parents italiens, ils n'ont jamais décidé d'aller coloniser l'Éthiopie ou la Libye. Ils étaient paysans dans leur truc et avec leurs petits champs, dans leurs mines, ils étaient mineurs, même quand ils étaient adultes. Mais c'est l'État qui leur a imposé ces guerres. Là, j'écris un livre sur mon grand-père qui a été prisonnier en Allemagne. C'est l'État italien qui l'a poussé qui l'a envoyé en Grèce faire la guerre aux Grecs. Mais qu'est-ce qu'un Piémontais a à avoir à faire la guerre avec les Grecs? Et donc vous voyez, quand on a ces modèles, alors évidemment, l'Italie des années 30, c'est particulièrement un régime néfaste à mon sens, puisque le fascisme, tout comme le communisme, c'est un étatisme forcené et pour lequel j'ai horreur. Bien que je tolère de discuter avec un communiste, il n'y a pas de problème, hein, je peux prendre un café ou une vodka avec eux, mais ce sont quand même des systèmes étatiques qui nous ont amené les catastrophes que nous avons connues. Mais voilà, alors après, ça illustre l'aspect défiant du survivaliste que je suis face à cette autorité pas toujours légitime. Donc, la différence, quelqu'un de différent d'une autre culture, qu'est-ce que c'est une autre culture? Une autre culture, ça peut être une religion, ça peut être une ethnie, ça peut être des modes de faire. Ça ne veut pas dire que la présence est absolument repoussante ou néfaste, mais on n'a pas demandé à la population de vouloir les transformations sociétales et ethniques que l'on voit aujourd'hui, notamment en Europe, et qui font, plus personne ne se voile la face sur ce problème, qui sont aujourd'hui, du fait du volume
Moi, je suis très content d'aller manger dans des restaurants marocains, afghans ou kurdes, hein, j'ai pas de problème. Mais lorsque le 30 ou 40% d'un pays n'est pas de la culture ancestrale du pays, en cas de crise, et c'est dans ce sens-là que je l'entends, que se passera-t-il? C'est la théorie du remplacement, du grand remplacement, un peu, vous nous faites. Ah, Vous nous dites pas. Oui, enfin bon, chaque fois que je prends le métro à Paris, j'ai pas l'impression que c'est une théorie. Et il n'y a pas qu'à Paris, à Genève aussi, en Suisse aussi, et aux États-Unis aussi, et en Europe occidentale, en Angleterre aussi. Vous parlez de métropole internationale, une grande circulation de la population, de nombreux étudiants. C'est vrai. Oui, oui, et puis... Et différentes strates de population qui ont migré depuis les années 20, certes, ou 30, ou 40, 50, Oui, 60, oui. et qui parfois se sont installés. Oui, et parfois ça se passe bien. La Suisse est l'exemple et le contre-exemple à mes arguments, je le reconnais. La Suisse est un pays où nous avons accueilli des gens, et je parle de gens non européens, éduqués, travailleurs, et qui se sont parfaitement intégrés et assimilés, et qui aujourd'hui sont aussi suisses que les Suisses dans leur culture. C'est vrai. Mais la Suisse est un cas assez particulier. Vous vous définissez comme libertarien ? On peut le dire. Ça vient on va dire, c'est un terme qui vient des États-Unis également, qui est peu compris en France ou en Europe aujourd'hui, mais enfin, quelqu'un qui aime la liberté et qui souhaite que les toits soient le plus petit possible pourrait définir ce terme-là. Alors, juste dans votre dernier ouvrage, on trouve un certain nombre de documents sur du matériel à acheter, ou à trouver, ou à voler, vous dites, je ne sais pas où. Vous pouvez nous donner une information? Non. Si, alors dans tous mes livres, j'essaye de donner, au-delà des marches à suivre et des attitudes à avoir face aux éventuels problèmes, évidemment du matériel. Alors ça peut être... alors dans mes livres précédents, on parlait plutôt de comment se prémunir face à des problèmes de pénurie d'énergie ou de nourriture, etc. Là, évidemment, lorsqu'on parle de problèmes liés au risque d'épidémie ou d'accidents chimiques, on va plus sur des outils qui vont d'une gamme très vaste, qui vont des gants aux lunettes de protection jusqu'à la tenue protectrice aux bottes et même aux instruments de mesure pour déterminer les choses. Alors nous les avons classés en fonction évidemment de type de risque, mais aussi en fonction des prix, parce qu'évidemment il serait illusoire que la plupart des gens aillent s'équiper avec tout ce que l'on présente. Certains de ces équipements sont des équipements professionnels qui peuvent être très onéreux. D'autres, en revanche, comme des lunettes de protection, des masques respiratoires, sont accessibles à partir de 5 à 10 euros. Donc il y a toute une gamme, et c'est un petit chapitre effectivement à la fin où nous montrons que même pour des petits budgets, pour tout un chacun peut avoir un minimum de matériel à la maison, pour lui, pour ses enfants. Moi, chez moi, par exemple, je n'ai pas... Alors il se trouve que j'ai 1 ou 2 masques à gaz professionnels, mais ça c'est plus pour faire le malin, parce que je ne pense pas qu'à Genève, on va avoir des gros accidents chimiques. En revanche, j'ai des gants pour moi et mes enfants et toute ma famille, j'ai des lunettes de protection, et puis bien sûr des bottes. Maintenant, dans ma ferme, j'ai des bottes, mais c'est pour jardiner. Et dans ma ferme, je ne crois pas qu'on va avoir un problème radiologique, biologique. Biologique, c'est possible, mais chimique, ça me paraît difficile. Alors, où trouve-t-on ces combinaisons de protection type 5-6, protection efficace contre les particules et les éclaboussures et donc la contamination, Tyvek Classic Plus? Alors certaines se trouvent, la plupart se trouvent dans des magasins spécialisés. Il y en a dans toutes les grandes villes, des magasins qui fournissent autant les individus que des entreprises. Ensuite, Internet est un vaste marché où l'on trouve tout, et même plus que tout. Et donc ensuite, c'est à chacun de bien évaluer la qualité des produits. Éventuellement, c'est pas tellement le problème dans ces cas de protection, mais éventuellement la légalité. Il y a parfois des petites nuances d'un pays à l'autre qui font que même par exemple des masques à gaz, certains niveaux de masques de protection, masques respiratoires par exemple, sont interdits en France alors qu'ils sont autorisés en Suisse, et ainsi de suite. Ça, c'est à chacun de regarder un petit peu et de vérifier que ce soit correct. On trouve sur Internet ces masques complets, Oh oui. des masques à gaz, d'accord. Oui,
Ça, c'est des masques à 100, 150 euros. Et quand on devient survivaliste, au fur et à mesure, on arrive à rencontrer d'autres survivalistes qui nous donnent un petit peu des coups de main, des clés, des façons de pouvoir justement trouver, pour ceux qui ne sont peut-être pas, par exemple, en France, pour ceux qui ne sont pas... Mince, les tireurs sportifs, là, comment on appelle ça, là où, pour ceux qui n'ont pas de licence, par exemple, de tir, qui ne sont pas dans un club de tir, est-ce qu'entre survivalistes, on se fournit du matériel, des masques à gaz, des couteaux et des armes? Dans la mesure de la légalité, les conseils, d'abord, sont infinis sur Internet et entre les gens qui se rencontrent. Moi, depuis très longtemps, j'ai toujours prôné le respect strict de la légalité. Et donc en aucun cas de se partager ou de se vendre ou de se refourguer des outils qui seraient illégaux. Car on risque de se faire attraper d'abord, et ensuite on ne sait pas la provenance. Si quelqu'un achète illégalement une arme, qui garantit que cette arme n'a pas servi à un braquage ou à un problème, etc. Il y a déjà suffisamment de gens qui obtiennent des armes illégalement dans nos pays, malheureusement, et qui les utilisent ou qui les stockent pour préparer, mais ils ne se préparent pas à la survie, ils se préparent à autre chose. Eh bien, évitons d'aller dans ce sens-là. Il faut, notre approche, elle est légaliste. Forcément, on sait très bien qu'on touche des sujets qui sont quand même un peu délicats, qui plaisent pas à l'État pour des raisons évidentes. Encore que l'État se dit, c'est des gens qui vont pas être des problèmes en cas de coup dur, parce qu'on reste dans notre coin. Justement, on va pas commencer à aller. Vous ne voyez pas dans les gilets jaunes, par exemple. Bon, il n'y en a pas ici en Suisse, mais bref. Je connais pas beaucoup de mes amis survivalistes en France qui sont dans les gilets jaunes parce que ça attire les emmerdes. Donc ils ont une approche. Alors peut-être certains le regretteront, ils le diront, mais ce n'est pas œuvrer pour l'amélioration du pays. Bon, peut-être, mais voilà, ce sont des gens qui essaient d'éviter, qui sont discrets, je suis sûr que vous en êtes rendu compte, qui n'aiment pas trop parler aux médias, qui préfèrent être dans leur coin, et donc voilà, qui n'ont pas cette agressivité, qui sont vraiment dans une approche de recul, donc ils ne sont pas dangereux en réalité. Parfois on essaye, j'ai bien vu que les médias ont essayé de dire « Ah, on a retrouvé des armes chez les survivants », ça ne prend pas, on sait très bien que ça ne marche pas. Il y a toujours le farfelu de service, mais la réalité, c'est que nous sommes tous très légalistes et très soucieux de rester soit discrets, mais en tout cas, certainement dans la légalité, parce qu'on sait très bien que ce serait tendre la joue ou la fesse pour se faire battre si on commençait à parler de trafic et de choses qui seraient illégales. Non. On fait vraiment tous très très attention à ne jamais entrer là-dedans. J'ai eu des tentatives. Alors ensuite, est-ce que c'était les renseignements généraux qui m'ont contacté pour me dire « Ah oui, on aimerait bien acheter des grenades, des conneries comme ça ». Je les ai envoyés, je ne sais pas quel est le terme qui passerait à la radio que je peux utiliser, mais enfin voilà. Et évidemment, non. Et puis en plus, en Suisse, on a une législation assez libérale pour tout ce qui est défense. On va quand même pas s'amuser à se mettre dans l'illégalité pour... Non. On est très très à cheval sur la légalité dans ce milieu. Oui. On se prépare au pire et donc, je répète, on se prépare au risque biologique, contre les armes nucléaires, contre les actes, contre un certain nombre d'événements, de catastrophes chimiques, et en même temps, on ne voit pas de survivalistes dans des mouvements antinucléaires, contre la prolifération des armes. On ne retrouve pas les survivalistes dans ces voilà. C'est-à-dire qu'on se prépare, mais on ne tente pas de lutter contre ce qui pourrait menacer en partie les personnes. Je ne sais pas, j'ai fait partie de ces mouvements dans ma jeunesse, notamment dans les mouvements contre la guerre, contre les guerres d'agression contre plein de pays dans le monde. Peut-être avec l'âge, ou peut-être que la plupart des survivalistes justement sont dans cette retenue et dans cette préoccupation de d'abord préparer leur cercle intime de famille, d'amis et de communautés proches. Ensuite, je pense que si des citoyens veulent participer à des mouvements pour ce qu'ils pensent être l'amélioration des conditions dans leur pays ou dans le monde, peut-être qu'ils le font, mais sans mettre une étiquette survivaliste sur leur front,
et comment les reconnaître, puisqu'ils sont discrets et généralement assez connus, retenus. Il y a énormément de gens qui sont aussi, il faut le dire, survivalistes sans le savoir ou sans le dire. Par exemple, aujourd'hui, il y a un mouvement de permaculture, de gens qui veulent être dans l'indépendance alimentaire. Il y a aussi des intellectuels universitaires qui parlent de collapsologie. Au fond, ils font des démarches, ils sont dans la démarche survivaliste avec une autre étiquette, et c'est tant mieux, et c'est très très bien. Mon but n'est pas de créer un mouvement, d'ailleurs il n'y a aucun leader, il y a des figures dans ces mouvements, j'en suis une aujourd'hui, mais peu importe, ça n'a aucune importance. L'important c'est de passer un message d'autonomie, d'indépendance, et ce sont des tendances vers l'autonomie et l'indépendance, parce qu'on n'arrive jamais à être à 100%, on a toujours besoin de collaborer, on a toujours besoin des autres, ne serait-ce que pour les métiers qui se spécialisent. Et donc, nous avons tellement de travail à faire que parfois, voilà, il y a d'autres personnes qui font du militantisme, parfois à bon escient, et ils le font très bien. Vous dites parfois Piero San Giorgio, qu'on peut aussi bien vous classer du côté d'Alain Soral que de Noam Chomsky. Vous dites parfois aussi 80% d'accord avec Alain Soral. Alors, vous êtes d'accord sur quel point avec Alain Soral et sur quel point avec Chomsky? Alors, Ils sont, pour les auditeurs qui ne les connaissent pas, sur deux segments politiques tout à fait opposés. Un plutôt sur des mouvances identitaires, nationales, socialistes. Il se revendique un petit peu national-socialiste, Alain Soral. Et pour Chomsky, c'est une critique de la mondialisation américaine. Alors après, je ne sais pas si... Pour Chomsky, c'est un critique du capitalisme ou des nouvelles formes que peut prendre l'Empire. Voilà. Alors je ne sais pas si si c'est à moi de définir ce que pensent l'un et l'autre. Je pense que vos auditeurs peuvent très bien aller se renseigner. Ce sont des gens très connus, suivis par des millions de gens, rien qu'en France. Donc moi, je ne sais pas ce que j'aurais à dire. Simplement, je suis quelqu'un qui est très ouvert d'esprit depuis toujours. J'ai beaucoup voyagé dans le monde, donc je connais vraiment les cultures du monde entier, avec leur bon côté, leur mauvais côté, et donc j'écoute. Et lorsque quelqu'un comme Chomsky, que j'ai interviewé, a une approche anti-impérialiste de limiter les guerres, ça me plaît, et j'abonde dans son sens, et donc j'étais ravi de le rencontrer, d'avoir discuté pendant quelques heures, et de l'avoir interviewé. Là, on trouve même mon interview sur ma chaîne YouTube. Lorsque j'ai rencontré Alain Soral en France, qui est quelqu'un qui a une critique du système aussi capitaliste, qui est tout à fait intéressante. Après, voilà, il a d'autres éléments de son discours qui ne correspondent pas aux miens. Les auditeurs s'en rendront vite compte, puisque moi, je n'aime pas trop la présence de l'État. Lui, encore dans cette mouvance très française, colbertiste, d'imaginer un État dirigiste qui va changer le pays, etc., etc. Bon, moi, de toute façon, j'ai ni le pouvoir, ni la capacité de décider quoi que ce soit, et puis je ne suis pas français, donc je ne commente que très rarement la politique française. Voilà. Il a une approche aussi communautariste, ou une critique du communautarisme que je peux suivre jusqu'à un certain point, mais au-delà duquel ça me pose certains problèmes. Alors, lequel, le communautarisme? Il a une critique du communautarisme juif en France. Pour lui, tous les journalistes, les classes dirigeantes françaises sont juives ou influencées par le monde juif, et plus particulièrement, je pense que ce serait inexact de dire juif, lui parle plutôt d'Israël, il parle de sionisme, des choses comme ça. Moi, je connais Israël bien mieux que lui. On en avait discuté. Il a des arguments assez convaincants sur certains points. Sur d'autres, je pense que non, je pense qu'il se trompe. Mais c'est pas pour ça que, personnellement, je l'ostracise. Maintenant, la dernière fois que je l'ai rencontré, c'est il y a 7 ans. Et c'est vrai que parfois on me dit toujours, vous êtes proche d'Alain Soral. Je dis, je sais pas, ça fait 7 ans que je ne l'ai pas vu, il habite Paris, moi à Genève, physiquement je ne suis pas proche, et quant aux idées, je viens d'expliquer l'exemple. Mais vous savez, j'ai rencontré des gens encore plus sulfureux qu'Alain Soral, hein. J'ai interviewé Jean-Marie Le Pen, j'ai interviewé William Bloom, qui est un socialiste, donc un socialiste américain, c'est un truc rarissime, il vient de décéder, le pauvre, c'est quelqu'un d'assez intéressant aussi. Je suis vraiment un libre penseur et ouvert d'esprit. Donc j'aime bien parler avec tout le monde. Après, je sais que lorsqu'on parle d'Alain Soral, c'est
c'est de créer la munition pour éventuellement me discréditer, mais les gens qui me connaissent savent très très bien ce que je pense, et j'ai énormément de lecteurs, tant en Israël que dans la communauté juive française ou suisse. Ça prend pas. Les gens me connaissent mieux que ça. Parce que vous avez votre propre chaîne YouTube, hein, c'est Oui. un petit peu l'idée. Et sur cette chaîne, vous proposez aux gens de répondre à leurs questions. Je crois que la somme, c'est 50 euros. Oui, j'ai lancé ça fait 7 ans que j'ai cette chaîne YouTube, et c'est vrai que longtemps, je passais du temps à répondre aux questions. Et cette année, j'ai décidé en 2019, parce que j'ai vraiment plus le temps, je suis vraiment débordé, de dire si quelqu'un veut sponsoriser une question sur laquelle je vais répondre pendant 1 heure, comme ça, donc ce qui fait que je suis 10 fois moins cher qu'un avocat genevois en tout cas. Je dis voilà, pour 50 euros, vous me posez une question, vous me payez 50 euros et je vais vous répondre à votre question. Ce qui est en fait une manière de démocratiser ce que je fais par ailleurs, c'est-à-dire je fais du conseil auprès de plutôt des gens fortunés, mais pas toujours, où je passe une ou plusieurs journées chez eux pour faire leur stratégie de survie, pour les aider à définir en fonction des critères qui sont personnels, familiaux et autres, de définir la stratégie qui va qui leur permettra pour eux et leur famille d'avoir une meilleure préparation. Et là, évidemment, c'est payé. Tout travail mérite salaire. Et vous ne travaillez pas avec ces groupes américains qui produisent des bunkers. Vous n'avez pas d'accord économico-financier. Non, alors le bunker est un peu une marotte. Non, je n'ai pas d'accord financier. Le bunker est un peu une marotte dans les questions que l'on a sur le survivalisme. Parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, des chaînes qui sont venues d'ailleurs faire des reportages sur moi, des National Geographic et d'autres, m'ont toujours dit alors, il est où votre bunker? Mais je dis mais moi, j'ai pas un bunker, j'habite dans une ferme. Et quant à des bunkers, vous pouvez aller dans n'importe quel bâtiment en Suisse, vous en avez ici, dans ce bâtiment où nous sommes, en dessous, il y a des bunkers, parce que, alors ça s'appelle des abris de la protection civile, il y en a aussi à Paris, mais c'est vrai que la Suisse a été extrêmement occupée à en fabriquer pendant les années 60, 70, 80, pendant la guerre froide, car ils avaient comme objectif de pouvoir mettre toute leur population sous terre en cas de guerre nucléaire, en sachant qu'au bout de 2 semaines, de toute façon, les gens sortent. Hein, c'est pas... mais donc, le bunker, c'est devenu une sorte d'animal mythologique qui est affilié aux survivalistes, et j'en ai pas. Et non, je n'ai pas d'affiliation avec... Alors, il m'est arrivé d'avoir des affiliations pour certains produits. Il y a des gens qui m'ont dit... Alors, j'ai eu la faiblesse parce qu'ils étaient sympas, et parce que c'était des jeunes qui se lançaient d'aller dans leur sens. Je dis, ok, je vais vous faire un peu de pub. En tout cas, je vais vous présenter à mon audience. Aujourd'hui, je suis suivi par, c'est pas beaucoup, c'est 40 000 personnes. C'est pas, sur YouTube, c'est pas énorme. Mais enfin, chaque fois que je fais une vidéo, voilà, les gens écoutent. Alors parfois, je présente il m'est arrivé de présenter des sociétés qui avaient des produits, etc. Bon, avec du recul, je me dis que c'est pas pour gagner 50 euros, 100 euros, mais c'est plus pour le symbole, et c'est plus pour voir qui a envie de sponsoriser des questions, pour partager la réponse avec le public. Le survivalisme, ça rapporte les choses simplement. Bon, vous savez, pour un Suisse, ça rapporte pas beaucoup. Tout est relatif. Il y a un salon du survivalisme qui ouvre bientôt, et il y a de nombreuses petites entreprises, voilà. Certains livres se vendent très bien. On fait commerce du survivalisme. Bien sûr, mais c'est c'est à la fois, c'est quelque chose que je ne peux pas critiquer dans notre monde moderne, c'est-à-dire que le commerce, c'est ce qui permet l'innovation. Et l'appât du gain permet de développer les futurs médicaments, des futures technologies. Ce n'est pas pour nos beaux yeux que Apple fabrique des téléphones, ou que certains chercheurs trouvent des médicaments. C'est pour gagner de l'argent. Oui, il y a un business, il y a des affaires. Alors, ça explose en ce moment. C'est un bon filon. Je pense que c'est un bon filon. Je ne l'exploite pas personnellement au-delà de mes livres, vraiment, et au-delà de mes activités. Encore une fois, pour un Suisse, vous savez, même 100 000 livres vendus à 2 euros par livre, même si c'est fait pour 200 000 livres en 7 ans, c'est le seuil de pauvreté en Suisse. Faut voir les salaires, faut voir les salaires. Je veux dire, on va faire rêver, mais je paye ma femme de ménage 3 000 euros par mois à Genève.
La nounou de mes enfants, voilà, c'est 3 000 euros par mois, 3 500. Un policier en début de carrière à Genève, c'est 5 000 euros. Donc, comparé avec la France, donc, bon, non, c'est pas une histoire. Pour moi, c'est pas une histoire d'argent, c'est une passion de partager ce qui me semble être des compétences et des prises de conscience fondamentales et vitales pour la population. Et j'ai la chance que une goutte d'eau de l'océan s'intéresse à ce que j'ai à faire. Il reste encore tout l'océan à convertir. Vous roulez, quelle est votre voiture? J'ai une vieille grosse Mercedes Viano qui est une bétaillère dans laquelle je peux mettre tous mes enfants et tout mon bordel. Mais avant, j'avais des voitures beaucoup plus riches et beaucoup plus belles. Quand j'étais cadre sup dans des multinationales, j'avais des voitures beaucoup plus fun. C'est une dimension compliquée parce que se dire qu'on va peut-être vivre avec peu dans le monde survivaliste. Ben, on s'y habitue déjà, mais je vais pas vous mentir. Bien sûr que quand on s'imagine perdre une grande partie du confort moderne, c'est embêtant. J'aime pouvoir emmener mes enfants à Athènes voir les sources de la démocratie. J'aime pouvoir amener mes enfants à Rome en vacances pour leur montrer une des grandes civilisations européennes. J'ai emmené mes enfants au Kenya voir la vallée du Rift, où peut-être les humains se sont développés pour la première fois. J'aime pouvoir partager, et donc ça implique prendre de l'avion, dépenser de l'argent, du fuel, polluer donc. Ça, peut-être, en cas de crise globale et majeure, ce ne sera plus possible dans le futur. Donc c'est vrai que nous, comme chaque chose dans la vie, on va perdre quelque chose, mais on va peut-être gagner autre chose, et je pense qu'on va gagner des relations humaines plus sincères, plus profondes, puisqu'on n'aura rien d'autre. On va forcément les développer, et dans ce sens, on va redécouvrir peut-être la vie de village, qui a aussi ses côtés négatifs, mais qui a des bons côtés, tels qu'on pouvait la connaître dans les quartiers des villes ou dans les villages il y a un siècle ou deux. L'effondrement, c'est pour bientôt? Moi, j'ai l'impression qu'il est en cours, qu'il a déjà démarré. Et lorsque l'on regarde de manière objective les données, l'effondrement, il a commencé dans les années 70, avec des phases de calme, mais des phases de chaos. Alors, on pourrait discuter longtemps sur cet élément, mais moi, j'ai prédit, parce qu'il fallait bien mettre une date, parce que sinon, c'est toujours demain, on rase gratis. Donc, j'ai voulu mettre ma main sur la table à couper pour, je ne sais pas si c'est une expression française, pour mettre une date. Et pour moi, l'effondrement rentre dans sa phase critique entre 2020 et 2022. Donc, nous y sommes. On verra. Encore une fois, j'espère qu'il n'aura pas lieu. J'espère que ça se passera, que les problématiques énergétiques, les problématiques de surpopulation, les problématiques de production de nourriture, etc. dans le monde, et même la géopolitique, vont se résoudre de manière posée, raisonnable, organisée. Mais je crains que non. Il y a notre thé qui nous attend. Oui, oui. Pas de chaud. Oh, quoique, ça va. Ça va être vite bu alors. Ouais. Ça va, ça vous a suffi?